Les jardins du Moyen Âge. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est jardin du Moyen Âge. Il faut savoir que c'est des jardins qui sont bien ordonnés et ils sont utilitaires. Et ça fait l'apparition notamment dans les monastères, les abbayes, puis dans les demeures seigneuriales ou dans les châteaux forts. Et parallèlement, si vous voulez, les conquêtes arabes sont à l'origine d'une nouvelle conception de jardin qui sont inspirées par les civilisations précédentes et complétées par un raffinement qui est artistique et qui inspire de nouvelles techniques, notamment pour les niveaux hydrauliques et à l'utilisation et l'association de nouveaux matériaux qui rentrent en compte. Donc on va parler de tout ce qui est jardin du côté des monastères. Eh bien, c'est en France, après le déclin lors de l'Empire romain d'Occident, à la fin du 5e siècle, l'Église, sauf une partie de l'Église et maintient à la civilisation autour du système monacal. Et donc du coup, le système au niveau de l'architecture des bâtiments des monastères sont érigés forcément en pierre. Et du coup, ils sont bien épais pour essayer de repousser les attaques ennemies ou des pillages. Et donc du coup, ils sont regroupés pour former un espace fermé qui entoure les quatre côtés intérieurs par une galerie ouverte qui forme un cloître. Et donc du coup, ce dernier, il entoure souvent un jardin qui est plat, qui a un rôle essentiel, qui est à la fois utilitaire, mais qui est aussi à la fois une vocation symbolique et spirituelle. Donc, il y a ce qu'on fait partie, le jardin typiquement fait référence au paradis, ce qui fait apparaître notamment un jardin clos, donc ce qu'on appelle l'ortus conclusus, pardon. Et donc du coup, c'est l'espace qui est cultivé devenant trop aigu, doit produire suffisamment pour que le monastère s'entoure, doit produire suffisamment afin de nourrir les moines ou les serfs, du coup, quoi. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est que on a un espace qui est cultivé et qui est souvent trop exigu. Et donc, il va produire suffisamment. Donc, du coup, les monastères, ils vont s'entourer alors de plus grands jardins de jardins utilitaires et qui sont régulièrement ordonnés et constitués de carreaux plus vastes et garnis de plantes vivières, donc médicinales, cultivées ou rudérales. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui pousse sur des décombres et utilisé pour des divers usages. Donc, par exemple, tout ce qui est valériane, ortie, etc. Et donc, du coup, c'est des fleurs et d'un potager euh, auquel ce jardin est entouré de palissades ou de haies. Donc, dans sa configuration, comme vous pouvez le voir à l'image, eh bien, sa configuration reste simple dans le jardin des monastères. Donc, on peut constater que c'est un terrain qui est carré ou rectangulaire et qui organise géométriquement au centre du terrain ou sur l'axe central. On peut voir notamment soit une statue, un puits, un bac ou un arbre. On a quatre allées étroites qui partent du centre et qui se divisent régulièrement dans le jardin en offrant ainsi plusieurs petites parcelles bordées de buis. On a aussi des carreaux qui se différencient par des plantes qui sont cultivées. On a le potager ou l'ortus pour la production de légumes.
Le jardin des simples, donc tout ce qui est pour les plantes médicinales. On a un verger qui est planté de fruitiers qui sert également de cimetière pour accueillir les moines défunts. Donc, vu que l'arbre symbolise la résurrection. Et on a aussi des parterres de fleurs, qui sont notamment des fleurs qui sont parfumées. Du coup, on a les jardins, les monastères, en fait, et leurs occupants jouent un rôle qui sont essentiellement pour l'utilisation et le choix des plantes dans le domaine de la médecine. Mais à l'époque du Moyen Âge, eh bien, c'était une source de progrès pour la botanique. Et vu que le nombre de plantes était limité, et donc, du coup, en fait, il y avait entre 90 plantes à la fin du Moyen Âge, et contrairement au début, donc c'était 74 plantes dites herbacées, et dont 16 espèces d'arbres qui présentent sur les domaines qui sont mentionnés au-dessus. Donc, on peut avoir des végétaux qui sont du coup des plantes qui sont des condimentaires ou des médicinales. Donc, on retrouvera majoritairement de l'anis, de la ciboulette, la coriandre, du cumin, du fenouil, de la menthe, de la nigelle, du pavot, du persil, du romain, du rosier, etc., etc., et de la sauge notamment. Pour l'alimentation, on retrouvera des herbes, donc pour tout ce qui est bête, choux, cressons, houblon, laitue, etc., etc., des grains, donc tout ce qui est haricots, fèves, pois chiches, donc racines, donc tout ce qui est ail, carottes, échalotes, oignons, panis, poireaux, radis, etc., etc. On peut retrouver aussi des curbitacées, donc par exemple du concombre, des cornichons, des gourdes, des melons, etc., etc. Ensuite, des fruitiers donc, qui sont entêtés, donc qui peuvent être greffés comme de l'amandier, des cerisiers, pardon, des châtaigniers, des cognacés, des figuiers, des lauriers, pardon, des mûriers, des néfliers, des noisetiers, des noyers, des pêchers, des pins, des poiriers, des pommiers, des pruniers ou des sorbiers. Donc ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans les milieux du monastère. Et dans les châteaux forts, en fait, si vous voulez, eh bien, le Moyen Âge est également, du coup, l'époque des seigneurs. Donc, c'est-à-dire que c'était des guerriers ayant autorité sur les petites unités territoriales qui vivent en autarcie, donc une société qui est, c'est-à-dire qui est féodale et qui construit des châteaux pour se protéger des maraudeurs. Et du coup, l'espace est minuscule et qui est réservé dans un premier temps euh, au jardin qui a le fief des femmes qui suivent les conseils qui profitent pardon, de l'expérience des moines de cette époque qui fait pousser des légumes et des simples fruitiers ou des fleurs. Et dans sa conception, on peut retrouver, dans son organisation aussi, on retrouve principalement les jardins du monastère. Donc, on a, à partir du XIIe siècle, tous les châteaux, ils possèdent normalement un jardin médicinal et aromatique. Et donc, du coup, les courtils, pardon, donc c'est des espaces qui sont entourés de hautes murailles et ils sont aménagés en potager et en verger et se développent alors derrière le château. À l'origine, les vergers en fait sont des lieux de plaisance qui sont gazonnés, le gazon n'étant en fait qu'un pré fleuri. Donc on retrouve de la violette, de l'anacolie, des roses trémières, etc., etc. Et le sol du coup du préau, donc c'est le terrain qui est planté comme un pré ou un jardin clos, tel un pré ou un verger, est surélevé, est légèrement surélevé
et la terre est retenue par des plessis, donc c'est des végétaux, comme on peut le voir ici sur l'image. Donc c'est des végétaux qui retiennent ou qui encerclent qui sont entrelacés pour faire une retenue de terre. Ou ça peut être aussi à la fois des pierres. Et donc du coup, sur l'Hortus Delicarium, donc ce qu'on appelle le jardin des lys, eh bien on retrouve notamment lors des croisades, et en fait ça va se développer lorsque les chevaliers ils évoquent les plantes parfumées, envoûtantes, lors de l'évermeillement face au jardin, ornementaux qui sont riches et qui sont à la fois décorés. Et donc, du coup, à la fin du XIIIe siècle, la construction exclusive qui s'est destinée à la défense n'est plus une nécessité. Donc, on retrouvera un mur qui entourera le jardin, qui est placé en forme par des palissades de pieux ou de ronces, ou par des ronces ou par des aubépines. Et du coup, ça sera avec des végétaux qui sont beaucoup plus vivants. On retrouvera notamment des églantiers, des cognaciers, des pruniers, des troènes, etc., etc. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y aura des tresses d'osier, de couturiers et de châtaigniers. Donc, du coup, il y aura des bancs qui seront installés, qui favorisera le repos et qui favorisera la discussion et l'observation de l'enclos qui deviendra un jardin de plaisance. Donc on trouvera une tonnelle en bois, une tonnelle en bois, pardon, du coup la treille en arceau, donc qui sera à base pour maintenir la vigne, eh bien elle va prendre une grande importance dans ce type de jardin. Ensuite, on aura la diversité florale qui va s'accroître. Donc, tout ce qui est, on retrouvera notamment des iris, des lilas, du muguet, du rose trémière, du rosier, des tulipes, de la violette, etc., etc. Donc, on a aussi une diversité au niveau de l'eau qui deviendra un centre d'attraction sous forme de jets d'eau, de bassins, de fontaines autour des croisées, fortement impressionné par l'utilisation de l'eau. Et donc du coup, autour des textes du XIIIe siècle, dont le célèbre roman de la Rose, font une description des jardins à l'époque et témoignent leur rapprochement aux conceptions orientales qui qualifient les jardins de merveilleux et imprégnés de magie, à la fois dans le milieu de la Renaissance. On va parler de tout ce qui est jardin hispano-mauresque. Eh bien, en fait, l'appellation hispano-mauresque provient du mot hispanique qui correspond à l'ancien nom de la péninsule ibérique, donc l'Espagne, le Portugal, et du terme mauresque qui est relatif au style architectural qui est né à la rencontre de l'art islamique traditionnel avec la culture berbéro-musulmane. Après la chute de l'Empire d'Occident, les siècles sont fortement marqués par la naissance de l'islam, avec la révélation à Mahomet de l'existence d'Allah. Il s'ensuit la conquête des Arabes avec l'invasion de l'Espagne à partir de 701 après Jésus-Christ. L'islam impérial se morcelle ensuite en plusieurs provinces, dont l'émirat omeyyade indépendante de Cordoue, en Espagne. Donc c'est à partir de 756. Ensuite, les jardins arabes du Moyen-Âge et du Maghreb s'inspirent des jardins persans et helléniques de l'Antiquité et aménagent dans un jardin fermé pour tenir en échec le désert, les jardins qui sont organisés de telle façon qu'ils soient d'une symétrie rigide, qui sont basés sur la conception de l'univers en 14 zones.
Autour d'un bassin central, 4 fleuves s'éloignent et symbolisent l'eau, le lait, le vin et le miel. Donc, le symbolisme musulman modifie néanmoins la structure de base du jardin en le divisant en 8 et non plus en 4 pour faire référence au Coran et aux 8 pensées, aux 8 portes évoquant les entrées du jardin du paradis. Le jardin s'adapte ainsi aux exigences de la religion, donc c'est-à-dire en Espagne, les jardins sont le fruit d'une synthèse des deux inspirations persane et romano-byzantine, donc l'Empire byzantin ou Empire romain d'Orient, avec une architecture plus riche, colonnades, portiques ou margelles, et des fontaines et des jets d'eau. Donc les jardins hispano-mouresques sont des espaces privilégiés à l'époque qui privatifs et qui constituent un havre de paix. On le voit ici à l'écran avec le jardin qui se trouve à Kazan. On a aussi la présence de colonnades, des vastes dépoteries garnies de végétaux et des allées qui sont recouvertes de carrelage en terre cuite ou de marbre. Du palais, on a aussi le palais du Geralife qui est à côté de l'Alhambra.